Alors, bienvenue aux attachés de presse. Alors, pour ce deuxième bout de l'émission, on va s'entretenir avec Guillaume Rousseau, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, spécialiste du droit constitutionnel et du droit de la langue française. Bienvenue, M. Rousseau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, qui est un peu de dernière minute, pour discuter de la loi 96 et de la loi 21 avec nous. Dans le fond, premièrement, c'est qu'est-ce que la loi 96 et pourquoi vouloir réformer la loi 101? Donc, la loi 96, effectivement, c'est une loi qui vient réformer la loi 101. Il faut comprendre d'abord que la loi 101 a été adoptée en 1977, donc il y a tout près de 45 ans. Donc, c'est juste sur le plan de la légistique, donc de comment on élabore les lois, on les met à jour. Donc, c'est une loi qui était due. Les grandes lois de ces années-là, souvent, comme la loi sur les biens culturels a été refaite il y a quelques années. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme aussi va être refaite. Donc, déjà, c'est assez normal après 40 ans qu'on remette le tout à jour. Puis ensuite, s'ajoute à ça le fait que dans les dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont démontré le recul du français, en particulier à Montréal, dans les milieux de travail et tout. Donc, tout ça mis ensemble. Et évidemment, bon, à la fin, ça prend une volonté politique. Et quand on a vu le premier ministre Legault nommer M. Jolin Barrette comme ministre de la langue, on savait qu'il y avait une volonté politique d'aller de l'avant. Fait que je vous dirais que c'est tout ça ensemble. Parfait. Comme on l'a mentionné, justement, la loi 96 va venir, dans le fond, réformer la loi 101, mais aussi la loi 96 va apporter des modifications à d'autres lois. Quelle autre loi va être modifiée par la loi 96? Donc, il y en a plusieurs de mémoire. Le Code civil, par exemple. Donc, c'est vraiment... parce que dans le fond, l'essentiel du droit linguistique au Québec, c'est dans la Charte de la langue française. Mais après ça, il y a plusieurs lois qui peuvent toucher les langues en disant, bon, ben, dans tel ou tel cas, il faut déposer tel genre de procédure au gouvernement en anglais ou en français. Et là, oups, on change ça pour dire qu'il faut plutôt déposer des procédures en français seulement. Donc, l'exemple qui me vient en tête, c'est le Code civil là, qui est modifié. Si, M. Rousseau, j'avais une question quand même assez spécifique, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a beaucoup de critiques sur la loi 96, notamment sur le ratio d'étudiants francophones dans les cégeps anglophones, où est-ce que ces détracteurs disent que cette loi est discriminatoire. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là, en fait? Donc, discriminatoire, je sais pas je sais que l'argument a été sorti pour le fait d'avoir plus de cours de français dans des cégeps anglophones. Puis là, bon, on dit que certaines personnes pourraient avoir de la difficulté, des autochtones ou quoi. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut répondre à ça, c'est que normalement, dans un cégep, la façon que ça fonctionne pour les cours de langue, notamment les cours d'anglais dans les cégeps français ou de français dans les cégeps anglais, c'est qu'on va partir du niveau de l'étudiant. Donc, si l'étudiant a un niveau très faible, va commencer avec un cours d'introduction à la langue. Au contraire, un étudiant qui est très bon en français dans un cégep anglais va avoir un meilleur cours de plus haut niveau. Donc, ce qui fait en sorte que c'est déjà un peu adapté, parce que c'est un petit peu ça la question de discrimination, droit à l'égalité. C'est de pas nécessairement avoir la même norme pour tout le monde sans tenir compte des situations particulières. Et normalement, dans les cégeps, on a cette adaptation-là. Fait que je vois pas trop de problème de ce côté-là. Puis sinon, de dire, bon, là, il y aurait peut-être un petit peu moins d'accès dans les cégeps de langue anglaise pour les francophones. Bon, il reste que on n'a pas appliqué la loi 101 au cégep comme tel. Donc, on a juste dit, bon, ben là, il faudrait peut-être limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones. Puis même si on appliquait la loi 101 au cégep, il n'y aurait pas nécessairement de problème eu égard au droit à l'égalité. Donc voilà, il va falloir attendre les contestations. À date, la contestation vient plutôt de la commission scolaire English Montreal. Donc, ça ne sera probablement pas sur une question de discrimination, mais vraiment sur une question des droits des anglophones à gérer leurs écoles et tout, mais un droit qui ne touche pas le cégep. Donc, ça a bien hâte de voir la requête, mais donc voilà. Justement, pour continuer avec d'autres critiques qui ont été apportées justement par la loi 96, c'est quoi les critiques qui ont été faites principalement par les partis d'opposition, comme le Parti libéral ou d'autres organismes ou organisations face au gouvernement du Québec? Donc, beaucoup la question des cours de français dans les cégeps anglais. Donc, on veut plus de cours de français dans les cégeps anglophones. Et là, au début, ça devait être des cours en français. Donc, par exemple, un cours de philo ou un cours de technique en français. Et là, on peut comprendre que c'était comme une coche au-dessus. Donc, ensuite, on est revenu en arrière. Le gouvernement a dit, OK, ça, c'est peut-être trop. Donc, allons pour des cours de français, donc de français langue seconde. Et ce qui est particulier, c'est que l'idée, au départ, venait du Parti libéral. Puis ensuite, peut-être que le Parti libéral surestimait le niveau de bilinguisme des étudiants dans les cégeps anglophones. Donc là, ensuite, il y aurait trop
d'aller. Le gouvernement l'a suivi. On est passé de 3 cours en français à 3 cours de français. Mais ça reste un élément qui est critiqué. Ensuite, il faut voir. Je pense que c'est pas prévu pour septembre prochain. Donc, on va laisser un peu de temps. Il faut que les cégeps s'adaptent. Il faut peut-être que l'école secondaire s'adapte aussi en amont pour mieux préparer les étudiants diplômés des écoles secondaires anglophones à suivre plus de cours en français au cégep. Donc, je pense que sur le temps puis les efforts qui seront mis puis la collaboration avec le ministère, il peut y avoir des discussions puis que le gouvernement doit sans doute être à l'écoute de ça puis s'assurer là, des mesures d'adaptation et d'aide au réseau scolaire anglophone. Mais sur le fond, je pense que c'est quand même, il y a un assez large appui pour dire il faut que nos compatriotes de langue anglaise aient le maximum possible là, de connaissances en anglais en français, parce qu'ensuite, c'est directement lié à la langue de travail. C'est-à-dire que si vous avez un anglophone dans votre milieu de travail puis qui est très, très faible en français, mais là, tout le monde va se mettre à parler anglais pour être sympathique, alors que normalement, c'est le français, la langue de travail. Le droit de travailler en français, c'est un droit fondamental. Donc, je pense que cette mesure-là me semble importante. L'autre aspect, si on dit que les Autochtones, certains pourraient avoir de la difficulté, mais je reviens à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire normalement, quelqu'un qui a de la difficulté va être placé à un niveau dans un cours de niveau débutant, ou intermédiaire s'il est un peu meilleur. Fait que je suis pas sûr que c'est nécessairement un enjeu si important pédagogiquement. Maintenant, politiquement, on sait la sensibilité pour la question autochtone. On sait que, entre autres, les Mohawks peuvent être très, très actifs et réactifs. Donc, politiquement, ça me semble assez chaud comme dossier. Peut-être que le gouvernement aurait dû... finalement, il n'y a rien qui concerne, il n'y a à peu près rien qui concerne directement les Autochtones dans le projet de loi, sauf un aspect qui, finalement, vient permettre un petit peu plus d'anglais pour les professionnels, là, notamment en lien avec les Autochtones. Donc, il n'y a rien. Le peu qu'il y a, finalement, c'est plutôt accommodant, mais il y a quand même une réaction politique. Donc, est-ce que le gouvernement, peut-être, aurait dû profiter de son projet de loi qui vise à renforcer la protection du français pour arriver avec des mesures favorables aux langues autochtones? Peut-être que politiquement, ça aurait été habile, mais il ne l'a pas fait, ce qui ne veut pas dire que ça ne viendra pas à court ou moyen terme. Mais je pense que cet aspect-là, comme je vous dis, pédagogiquement, ça m'apparaît exagéré, les critiques, mais politiquement, il y aurait pu avoir une plus grande sensibilité du gouvernement. Justement, vous mentionnez que justement c'est un dossier chaud politiquement. Il n'y a pas justement la loi 96 qui est un dossier chaud. Il y a aussi la contestation possible de la loi 21 devant la Cour suprême et l'appui du gouvernement fédéral. Est-ce qu'il y a un dispositif qui permet à Ottawa, justement, d'appuyer une contestation en Cour suprême d'une loi qui est provinciale dans un champ de compétences qui est provincial? Oui, tout à fait. Il y a deux choses. Il y a le procureur général du Canada, donc l'avocat du gouvernement du Canada, qui peut intervenir devant les tribunaux pour contester une loi québécoise ou pour appuyer des groupes qui contestent une loi québécoise. Donc là, ici, ce serait ça l'hypothèse, quoique le fédéral dit qu'il veut attendre que la contestation de la loi se rende en Cour suprême le cas échéant. Et l'autre possibilité pour le fédéral, c'est que le fédéral a un fonds qui permet de financer des gens qui contestent des lois, notamment des lois québécoises, notamment en matière linguistique. Et à la base, si je me souviens bien, la commission scolaire English Montreal, possiblement d'autres commissions scolaires anglophones, avait effectivement obtenu des fonds ou la possibilité d'avoir des fonds du fonds de contestation judiciaire du fédéral parce qu'ils disent que la loi 21 porte atteinte au droit des anglophones de gérer leur école comme ils veulent, là, parce que la loi vient fixer un certain nombre de critères. Les enseignants ne doivent pas avoir le visage couvert ou porter un signe religieux et tout. Donc, les commissions scolaires anglophones disaient cette règle-là nous empêche de gérer de manière autonome nos écoles, alors que la Constitution canadienne nous permet cela. C'est ce qu'a décidé le juge de première instance, mais ça s'en va en appel, puis on verra jusqu'où ça va. Mais le fait que, donc, on invoque la Charte canadienne des droits linguistiques, ça permet d'avoir accès à des fonds fédéraux. Parfait. Justement, si la Cour suprême, dans le fond, tranche en faveur, dans le fond, des contestataires pour la loi 21, est-ce que le Québec va être obligé de faire marche arrière sur cette loi-là? Oui, c'est vraisemblablement. Parce que, si on dit que c'est pas que la question du rapport État-religion n'est pas de compétence québécoise, mais c'est de compétence fédérale, là, toute la loi tombe. Si on dit que, ça porte atteinte aux droits des anglophones à gérer leur propre école, ça tombe. Donc, comme la disposition de souveraineté parlementaire, là, dite de dérogation, est déjà dans la loi, là, le gouvernement ne pourra pas la mettre après coup. Donc, les tribunaux vont se pencher avec la loi contenant cette disposition-là. Donc, c'est pas comme si on ne l'avait pas mis, puis là, les tribunaux venaient dire, la loi porte atteinte à la liberté de religion ou je ne sais trop. Puis là, après ça, le gouvernement pouvait réagir en mettant la disposition de dérogation. Là, elle est déjà là.
Fait que qu'est-ce que peut faire le gouvernement si jamais du Québec, s'il y a vraiment une déclaration d'inconstitutionnalité? À moins que des fois, ce que font les tribunaux, c'est qu'ils disent voici, votre loi est inconstitutionnelle, mais dans le fond, si vous la réécriviez de telle manière pour concilier tel ou tel droit, là, elle deviendrait peut-être valide constitutionnellement. Donc, si la Cour suprême rend ce genre de jugement-là, comme elle a déjà fait pour la loi 101, ben là, le gouvernement pourrait revenir puis avec faire une loi conforme aux directives de la Cour suprême, sans nécessairement les suivre à 100%, puis là, ce qui donnerait lieu à un autre épisode de contestation judiciaire. Donc, il pourrait y avoir peut-être cette hypothèse-là. Justement, vous parlez justement de la clause dérogatoire que le Québec pourrait utiliser justement, dans le fond, pour garder la loi 21 active. C'est quoi la clause dérogatoire, entre autres? Donc, c'est une clause qui se retrouve à la fois dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise. Et ce que ça dit, c'est que, donc, normalement, on adopte une loi, puis là, ceux qui ne sont pas d'accord avec la loi peuvent la contester en disant ça porte atteinte à tel ou tel droit prévu par la Charte canadienne. Puis là, un juge peut interpréter les droits comme permettant d'invalider la loi, c'est-à-dire ou interpréter la loi comme violant certains droits. Et là, la loi cesse de s'appliquer, elle est déclarée inconstitutionnelle. La disposition de dérogation, ça vient empêcher les juges de faire ça. Donc, on vient dire, par exemple, la loi sur la laïcité, vous ne pouvez pas la contester en vertu des articles 2, 7 à 15, les articles visés par la disposition de dérogation. Donc, si vous souhaitez dire que la loi est contraire au droit à l'égalité ou je ne sais trop, vous ne pouvez pas faire ça parce que la loi est protégée contre les contestations constitutionnelles, contre les jugements des tribunaux qui pourraient interpréter les droits de manière à invalider la loi. Parfait. Est-ce que tu avais une question, Nicolas? Ben oui, en fait, moi, c'est une petite question tout simple. Ce genre de processus judiciaire par rapport à la loi 21, au-delà du judiciaire qui pourrait avoir des conséquences, ce que je pourrais dire, significatives, qu'est-ce que ce genre de processus pourrait amener comme conséquence, notamment entre les relations Canada-Québec à l'heure actuelle, où est-ce qu'on a un gouvernement caquiste qui prône le gouvernement fort aux yeux du Canada, notamment? Oui, aussi. Puis on a su, dans le fond, au débat des chefs conservateurs, que même un gouvernement potentiellement conservateur va appuyer une contestation de la loi 21. Et Pierre Poilievre est revenu sur ses propos en affirmant que lui aussi allait contester la loi 21 aussi appuyer une contestation. Oui, tout à fait. Donc, ce qui peut arriver s'il y a un jugement de la Cour suprême qui vient invalider en partie ou en totalité la loi 21 ou encore la loi 96 parce qu'il y aura sûrement des contestations de cette loi-là aussi. Bon, là, comme la disposition de souveraineté parlementaire est déjà en place, puis que là, par hypothèse, elle serait contournée, invalidée, limitée par la Cour suprême, cette voie-là ayant déjà été empruntée, le gouvernement ne pourrait pas aller là. Donc, juridiquement, il ne lui resterait pas beaucoup d'avenues, là, c'est vraiment pas évident, mais politiquement, il pourrait avoir toutes sortes de réponses de la part du gouvernement Legault. On peut penser qu'il pourrait lancer une vaste campagne de consultation, une commission de consultation, un petit peu comme quand il y avait eu l'échec de l'accord du lac Meach, puis ensuite, l'échec de Charlottetown et tout. Donc, quand le Québec s'est retrouvé face à des refus du fédéral ou du Canada anglais, souvent, une façon de faire, c'est de consulter les Québécois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, d'entendre les Québécois sur le thème de la place du Québec dans le Canada, l'avenir constitutionnel du Québec. Et là, techniquement, toutes les cartes sont sous la table. Bon, évidemment, les souverainistes vont arriver avec leur solution et d'autres personnes favorables à la réforme du fédéralisme peut-être vont dire il y a peut-être une façon de forcer les autres provinces à appuyer le Québec dans une réforme de la Constitution. Donc, on peut imaginer que ça l'ouvrirait un front au niveau de possibles négociations constitutionnelles en vue d'une réforme de la Constitution canadienne, ou ça ouvrirait un front du côté des souverainistes là, qui pourraient faire un retour en force. Monsieur Rousseau, merci pour votre temps à radio.